Une œuvre de 2007 du sculpteur Li Jianyang et qui résume, à mon avis, les enjeux de l'art contemporain chinois ou comment la soumission de l'art à la politique pourrait ici s'inverser. Mao écoute avec attention. Il faut augmenter le son. Oui, plus près comme ça? Non? Oui. Ici, Mao écoute avec attention les conseils de Joseph Beuys, un artiste et un enseignant allemand défendant un art intégré à la société et pratiquant une culture sociale. Notons que dès 1988, Hu Ranzhou publiait un long texte en 2 parties dans le journal qui s'appelle Zhongguo Meishu Bao pour présenter au public chinois cet artiste allemand qui était décédé 2 ans plus tôt. Mais Li Jianyang, dans ses sculptures en fibre de verre polychrome, rend aussi hommage à la culture traditionnelle en s'inspirant du célèbre et sulfureux roman Tin Ping Mei. Cette installation fut exposée lors de la première et malheureusement dernière Biennale de l'art contemporain chinois de Montpellier en 2005. Li Jianyang reconnaît volontiers sa dette à la statuaire religieuse, telle que les aras des temples taoïstes. Avec Run Collection Courtyard, un ensemble monumental de sculptures réalisées en 1965, le chef-d'œuvre de l'art réaliste socialiste, que He Zaigo-Chiang avait revisité de 1999, Li Jianyang déplace l'histoire du propriétaire foncier exploiteur des paysans dans le milieu de l'art contemporain, dénonçant les relations de pouvoir entre artistes, critiques, commissaires et galeristes. Et dans cet ensemble, il y a 2 critiques d'art qui sont des mentors de l'art contemporain chinois qui tiennent une place de choix parmi les nombreux personnages représentés par Li Jianyang. Donc d'un côté, Li Xianting, qui porte sur son dos une charge qui renvoie à une œuvre, une des premières performances des artistes chinois, qui s'intitulait « Rajouter 1 mètre à une montagne », où une dizaine d'entre eux s'étaient déshabillés et s'étaient empilés pour faire un petit tas humain de 1 mètre. Et de l'autre côté, vous avez Gao Minglu qui est représenté en héros de l'histoire de la Lanterne Rouge. Donc vous voyez que les relations chez un artiste comme Li Jianyang vont un petit peu de choses très très anciennes avec la sculpture taoïste et de choses plus récentes et qui traversent comme ça, qui tissent des liens entre différentes périodes. Alors, après une interruption de 10 ans, la revue Meishu, qui est la revue officielle de Meissier, qui est l'association des travailleurs de l'art, reparaît au début de l'année 76 et propose des couvertures montrant les leaders ou le retour triomphant des jeunes instruits. Le choix de la calligraphie du titre est un hommage aux dirigeants du Parti communiste. Celle de Zhou Enlai, qui avait été utilisée dès les années 50, qui a été remplacée pendant la révolution culturelle par une calligraphie de Mao Zedong, et qui sera reprise au début de l'année 79 et conservée jusqu'à aujourd'hui. Le contenu témoigne à cette époque-là de l'urgence de se libérer des slogans politiques, toujours présents dans les titres d'articles de cette époque. Par exemple, Tia Fangzhu, qui est l'auteur de Ère de la critique, paru en 2003, qui est en fait la première anthologie de la critique d'art contemporaine chinoise, relève quelques titres dans le premier numéro de Meishu après la révolution culturelle. Je vous en cite 1 ou 2 là. Le prolétariat a besoin, dans une superstructure comprenant tous les domaines culturels, de mettre en pratique une dictature totale face à la bourgeoisie. Il y en avait un autre, par exemple, c'était repousser la tendance à réhabiliter les droitiers du monde des arts et des lettres. Mais dès 1978, des voix s'élèvent
pour exiger la liberté de création. En juillet, quelques intellectuels menés par l'artiste Wu Guanzhong se lancent dans, je cite, une guerre de libération artistique en créant un nouveau style pour mettre en déroute les forces conservatrices, se libérer soi-même et s'émanciper de l'état de servitude qui sévit dans le domaine artistique. Donc vous voyez, il y avait encore un peu un jargon assez politique. En 1979, par contre, les revues spécialisées commencent à délaisser ce jargon politique et publient de plus en plus de textes abordant des problématiques artistiques. Par exemple, sur l'esquisse ou présentant des artistes tels que Kate Koldwich, qui est une artiste allemande qui était favorable aux idées socialistes, connue pour ses gravures et appréciée de Lu Xun, He Xiangnin, ou encore Pan Tianchu, tous deux étant décédés pendant la Révolution culturelle. De nombreux articles rendent aussi hommage à Xu Beirong, qui a été formé en France et qui incarne la tension entre la modernité occidentale privilégiant la peinture à l'huile et la tradition chinoise fondée sur la technique du lavis d'encre. L'enseignement du dessin avec modèle vivant, qui a été introduit en Chine par Liu Raishu en 1926, interdit en 1965, a été réautorisé dans les écoles d'art à la fin de 1978 et suscite articles et polémiques comme celle déclenchée par des peintures que je vais vous montrer fort chastes, je trouve, de Zhu Tingxian, qui s'est aussi inspiré de Tin Pingmei. Cet enseignement reste encore aujourd'hui une question sensible. En effet, en 2005, Shao Dazhen, qui est parmi les grands critiques d'art, a commenté une performance réalisée par des étudiants et étudiants de l'école des beaux-arts de l'université de Chengdu, au cours de laquelle ceux-ci se dénudèrent pour former, selon domino humain, en forme d'arrobase. Et Shao Dazhen a écrit, je cite, « En fin de compte, chaque société a sa propre culture. Je me préoccupe des étudiants universitaires chinois. Si le corps nu devient un idéal esthétique pour les étudiants universitaires d'aujourd'hui et par suite un style de vie, eh bien je ne peux pour ma part que dire qu'ils sont vraiment dégradés et sans espoir. » Shao Dazhen, c'était le même qui en 1978 écrivait l'article sur les cours sur modèle vivant. Donc, comme on voit, c'est pas gagné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au début des années 80, ce sont les critiques d'art qui ont pris le pouvoir au sein des rédactions des revues et même des revues officielles. Et ils défendent les nouvelles pratiques artistiques. Liberté du sujet, remise en cause du style réaliste socialiste, revendication d'une expression de soi. Donc on voit les artistes qui se détournent des choix imposés par le parti, tel ici Luo Zhongli, qui donne une dignité à un simple paysan ridé dans un portrait aussi imposant que les portraits officiels, ou des artistes qui exposent leurs œuvres librement sur les grilles des parcs. J'ai une ligne à sauter. Donc l'innovation qui exige de l'audace concerne plus l'attitude de l'artiste que ses choix plastiques. Certains auteurs, comme par exemple Idan dans Histoire des étoiles, puisque là on a deux photos où on voit les artistes du groupe des étoiles, notera que les artistes chinois d'avant-garde en Chine seraient considérés comme d'arrière-garde en Occident, un décalage en fait que quelqu'un comme Gao Minglu désigne par le terme de Zhou Wei, c'est-à-dire une dislocation, une fausse position, un décalage. Alors, à cette époque-là aussi, plusieurs revues diffusent des reproductions de l'art occidental, moderne, mais aussi contemporain, avec une réactivité assez étonnante. Les artistes y puisent leur inspiration, citant ou détournant l'iconographie de l'art moderne. Par exemple, cette œuvre, qui en fait la peinture, elle est entière, hein, c'est aussi le personnage qui est devant la peinture. C'est un genre de trompe-l'œil. Donc je vais revenir un peu vers la critique. Alors, outre les œuvres d'art, les artistes et les critiques découvrent et se nourrissent aussi de nombreuses œuvres littéraires et philosophiques occidentales.
La décennie des années 80, année de fièvre culturelle, est souvent surnommée l'âge d'or des traductions. En décembre 1986, le journal Clarté publie une liste des auteurs traduits. Chez les critiques, beaucoup se réfèrent à Georges Poulet, 1902-1991, ou à Lionello Venturi, 1885-1961. Ainsi, l'anthologie de la critique d'art que j'ai citée, elle est introduite par deux auteurs, Montaigne et Georges Poulet. L'édition de Jean-Goume et Choupao du 21 décembre 1985 est consacrée à l'exposition de Rauschenberg qui venait de se terminer à la Galerie nationale des Beaux-Arts, l'actuel musée national des Beaux-Arts, le NAMOC. Une exposition qui avait complètement laissé les artistes, les critiques et le public sans commentaire. Enfin, ça les avait, comment dire, maintenant tués. Donc, sont publiées les réactions des théoriciens de l'art de la section de Pékin, réunis dans le cadre d'une conférence, parmi lesquels on trouve Shui Tianzhong, Fei Dawei qui maintenant vit en France, Liu Xiaochun ou des artistes comme Meng Luding. Pendant ce temps, évidemment, la relation avec la tradition, la peinture traditionnelle chinoise, ça ne va pas de soi. Et l'article qui provoqua des controverses interminables fut celui de Li Xiaoshan. Mon avis sur la peinture chinoise contemporaine, publié dans le numéro 7 de Jiangsu Huacan en juillet 85. Li Xiaoshan remettait en cause non seulement la qualité de la peinture traditionnelle chinoise, mais aussi l'éthique des peintres et dénonçait les défaillances des plus célèbres d'entre eux. D'autres revues comme ici Zhonggu et Choupao ont repris ce texte, suscitant une polémique pendant plus d'une année. Mais Li Xiaoshan a provoqué un réexamen complet de la peinture traditionnelle chinoise, appelée généralement peinture nationale, guorua, qui est un terme en fait qui est emprunté à la langue japonaise. Cet article a contribué à approfondir les exigences des critiques d'art ainsi qu'à poser les premiers questionnements théoriques. Alors voici quelques exemples d'articles qui illustrent l'évolution et les prises de position novatrices des artistes et des critiques. Un communiqué en provenance de New York sur la proclamation de la création de l'Association des artistes chinois d'outre-mer, qui a entraîné de vives réactions de la part des artistes de l'ancienne génération. En déclarant que l'art chinois venait de traverser le siècle le plus sombre de son histoire, les auteurs de ce texte, parmi lesquels Wang Keping et Ai Weiwei, deux membres des Étoiles, ont été accusés de remettre en cause les partis pris esthétiques des dirigeants du Parti communiste. Ils insistaient aussi sur le besoin de liberté dans la création. Le différend concernait non plus des questions artistiques, mais le domaine politique. Ensuite, on trouvera un article de Wang Yongping, c'est peut-être des noms que vous connaissez un petit peu, hein, c'est un artiste qui vit en France et qui est maintenant extrêmement connu, en 86, qui était le membre influent, le principal, le meneur, disons, du groupe Xiamen Dada, qui expose en détail le système arbitraire qu'il a établi pour déterminer le choix de ses matériaux, défendant un art indépendant de toute expression, un genre de roulette tirée au hasard pour la couleur, pour le signe, pour le format, tout était décidé à travers une roulette, faisait un jeu de hasard. Ensuite, on va voir que, par exemple, les critiques vont s'intéresser à des notions comme le modernisme et le postmodernisme, qui suscitent plusieurs articles. Donc ici, l'article, on est en 1987, et à cette époque-là, il y a, en France, je veux dire, hein, le principal livre sur le postmodernisme de Frederick Jameson, qui est un Américain, a été traduit en France seulement en 2013, ou plus de 20 ans après cet article-là. Donc vous voyez, les Chinois avaient des antennes, hein, des radars pour essayer de voir ce qui se passait en dehors de la Chine, peut-être plus que nous en France où on était moins intéressés par ce type de discours. C'est intéressant de voir aussi les décalages, comment les livres ont été traduits en chinois, les livres américains, avant qu'ils soient traduits par exemple chez nous. Alors, entre 86 et 90, on voit arriver les premiers fondements de la discipline. Premier questionnement, donc je
sélectionné un article. Déjà au niveau du terme, hein, parce que jusqu'à cette époque, on parlait de Pingwuntia, les commentateurs de l'art, et petit à petit, le terme de Pipingtia commence à s'imposer au cours des années 90. Donc là, j'ai un peu détaillé, hein, je vous montre les deux suivantes. Donc on retrouve Shao Dajun que j'ai cité là pour l'histoire de la performance de Chengdu. Shui Tianzhong qui avait un rôle assez important. Peng De qui a mis en place des choses par rapport aussi au marché de l'art après. Et Yi Ying, le dernier, là, quelqu'un qui a fait beaucoup d'un passeur entre la culture occidentale et la culture chinoise. Il a traduit beaucoup de livres en chinois. Donc, en 87, certains auteurs soulignent la nécessité de rédiger des histoires de l'art contemporain chinois et réfléchissent aux caractéristiques du discours historique. Gao Minglu introduit la toute première histoire de l'art contemporain chinois 1985-1986 en se référant au philosophe italien Benedetto Croce. Et au milieu des années 2000 seront publiés de nombreux ouvrages historiques, Lu Peng, Gao Minglu, Lu Hong, etc. Et aussi, ces recherches, elles doivent prendre en compte la transformation du milieu de l'art qui subit l'intrusion et le pouvoir de l'Occident. Ici, on a deux images souvenirs de la première participation d'artistes chinois à la Biennale de Venise en 1993. Mais les artistes avaient été choisis par le commissaire italien Achille Bonito Oliva. Et c'est aussi l'époque où on voit s'installer les premières galeries, mais tenues par des Occidentaux. Donc c'est eux qui vont décider, en fait, des œuvres qui seront exportées en Occident, achetées par les Occidentaux, etc. Alors, on voit un revirement dans les années 2000. Le retour de Confucius, la promotion du nationalisme, qui a des répercussions dans le milieu de l'art en provoquant un intérêt pour les pratiques classiques, la calligraphie, la goroie, qu'analysent les critiques afin d'y ancrer les pratiques contemporaines, en particulier celles de l'art abstrait. Donc là, je compare deux livres qui parlent de ça. Li Xianting d'un côté, avec ses termes à lui, chapelet et trait de pinceau, et il utilise le terme accumuler le simple en compliqué, et Gao Minglu qui a créé le néologisme maximalisme chinois. Comme je suis un peu, je vais peut-être avancer. Je vous montre quelques images rapidement. L'intérêt de ces démarches sont des artistes qui s'intéressent à l'élaboration de l'œuvre, où l'œuvre, le temps de l'œuvre, c'est le sujet de la peinture, et en quelque sorte, ils se retirent du monde. C'était le début des années 90, après l'exposition en Chine avant-garde et après les événements de Tiananmen. Donc il y avait une espèce de repli aussi sur soi, puisque beaucoup de choses avaient été arrêtées net, entre autres des revues qui paraissaient plus, etc. Donc en 2003, Gao Minglu tente d'expliquer les œuvres contemporaines chinoises à l'aide de concepts chinois afin de démontrer leur spécificité chinoise malgré des ressemblances flagrantes avec l'art occidental. Donc Gao est né en 1949, il a été responsable de rédaction dans plusieurs revues d'art et a co-organisé l'exposition China avant-garde présentée en février 1989. Il s'est retrouvé assigné à résidence après les événements de juin et invité aux États-Unis en 1991. Il a pu poursuivre ses études, obtenir un doctorat et enseigner là-bas avant de rentrer en Chine au début des années 2000. Il se partage actuellement entre les États-Unis et la Chine. Il a organisé de très nombreuses expositions tant aux USA qu'en Chine et il est surnommé par certains critiques ironiquement le rectificateur des noms parce qu'il est à l'origine de plusieurs appellations de mouvements artistiques et d'une terminologie qu'il souhaite substituer aux catégories occidentales, telles que maximalisme pour remplacer le mot art abstrait par exemple. Depuis 2009, il ambitionne de relier les théories occidentales avec les concepts classiques, par exemple la notion I et le déconstructivisme de Derrida,
Parmi les critiques d'art, il occupe une position emblématique qui révèle les tiraillements entre savoirs occidentaux qu'il veut partager et avec ses lecteurs, ses étudiants, et les savoirs classiques chinois. Donc, rapidement, je vais présenter très rapidement sa théorie. Donc, le concept I est inspiré de ces deux textes, de Zhang Lianyuan, et puis également d'un texte de Wang Bi. Je vous laisse regarder. Et ensuite, il met ces trois notions qu'il sort, la Li, She et Xing, en relation avec des catégories de l'art occidental. Donc, Li qui correspond à l'abstraction, She au concept, Xing au réalisme. Voilà. Pour Gao, I est le résultat de la fusion de ces trois concepts. Il serait proche du Tao. Afin de résoudre les imperfections de la pensée occidentale, Gao propose aussi de confronter sa théorie à la philosophie de Heidegger. I serait ainsi l'équivalent de l'être. Ce caractère I est très polysémique, il désigne une certaine attitude dans la pratique artistique, l'intention, l'intentionnalité, l'inspiration, le sens de l'œuvre. Il pourrait qualifier, d'après les longues explications de l'auteur, ce qui mobilise en fait tout artiste quand il se met au travail. Être en quelque sorte habité par son œuvre. Pour les détracteurs de Gao, dont Wang Nanming et Lu Peng, il n'est qu'un concept creux et les arguments de Gao ne sont absolument pas pertinents. Bon, l'exposition Ipai, la pensée du siècle, n'apportait aucun éclaircissement quant aux critères utilisés par Gao pour répartir les œuvres de styles différents en trois ensembles. Donc je passe peut-être à quelques-unes des œuvres avec son histoire de abstrait sans être abstrait, etc. Donc là, c'est une œuvre qu'il explique qui est abstraite, non abstraite. Ici, des œuvres qui étaient dans l'exposition Ipai, à l'extérieur du musée aussi. Et cette œuvre assez emblématique de Sui Tianguo, qui est les formes du temps, où il agit chaque jour sur un petit morceau de bois pour ajouter une goutte de peinture. Il prend en photo, il fait des moulages et son objet grossit au fil du temps. L'ambition d'innover en cherchant coûte que coûte à fonder une théorie spécifiquement chinoise à se démarquer des auteurs occidentaux, alors qu'à l'ère de la mondialisation, les artistes se nourrissent de courants artistiques et de savoirs autant chinois qu'étrangers, illustre la difficulté des intellectuels chinois pris entre un intérêt légitime pour leur héritage culturel et les injonctions du parti qui encourage le nationalisme et combat les valeurs occidentales. Et la position de Gao a été très vivement critiquée par ses pairs qui lui ont reproché d'avoir mis en avant et d'être tombé dans le piège d'un nationalisme étriqué. La polémique centrée auparavant sur l'opposition Est-Ouest s'est déplacée sur le dilemme identité-nationalité. Je vais terminer par juste une exposition que j'ai vue la semaine dernière, il y a 15 jours à Venise, et qui illustre aussi cette question de l'innovation. L'héritage était au cœur de l'exposition proposée par Zhu Zetier au pavillon chinois de la Biennale de Venise. Intitulé Buxi, Zhu Zetier, artiste lui-même et commissaire, avait invité 4 artistes à collaborer en s'inspirant de chefs-d'œuvre de la peinture chinoise tels que Kulu Roi Situ, Fantaisie avec squelette de Li Song et Album d'eau de Ma Yuan, 2 peintres célèbres de la dynastie Song. L'exposition mettait aussi en évidence les pratiques artisanales, la broderie, le papier découpé, le théâtre d'ombre. Dans ce schéma, Zhu Zetier essayait d'expliquer les relations multiples tissées entre ces 4 artistes, qui collaboraient entre eux pour faire les œuvres, et leur lien avec la culture du passé. Il se plaçait au centre de son projet la fonction fondamentale de la transmission. Les pavillons de Venise sont en quelque sorte des vitrines utilisées par les différents gouvernements pour défendre leur politique en matière d'art et de culture, les pavillons nationaux. En 2017, la proposition de Zhu Zetier illustre au plus près les questionnements actuels concernant, à mon avis, la création, l'innovation et la transmission des savoirs ancestraux. Si les avant-gardes historiques en Occident ont revendiqué l'autonomie de l'art,
critiques et artistes en Chine ont en général toujours combattu une telle conception de l'art. Des artistes enfermés dans une tour d'ivoire, un art autonome faisant table rase de ce qui l'a précédé. Les artistes doivent être intégrés dans la société et doivent interroger les situations problématiques de la société chinoise, pour reprendre une expression de Wang Hanming, qui défend un art politique qui interfère dans la société, qu'il distingue d'un art au service de la politique comme du temps de Mao. C'est dans ce cadre que de nombreux artistes aujourd'hui en Chine développent des pratiques qui retiennent l'attention des critiques. Comme l'a signalé Alain Quémin en se référant à Joseph Schumpeter, le milieu artistique international, souvent américain, entretient un tourbillon perpétuel de l'innovation, car l'innovation constitue l'un des ressorts majeurs du succès dans le domaine de l'art contemporain. Cependant, en Chine, on assiste à des cycles d'ouverture et de régression en fonction des aléas politiques, des recherches plastiques d'artistes comme Sui Tianguo ou Li Jialiang. Les propositions de Zhu Zetian ou de Gao Minglu semblent à des années-lumière de l'art prôné par l'association officielle à travers sa revue Meishu, dont je vous montre les couvertures récentes, qui répercute dans ses colonnes les dernières positions du Parti communiste. Il est légitime de se demander si la critique d'art, qui exige un espace de dialogue démocratique, peut se développer sous un régime totalitaire. Le contexte dans lequel travaillent les critiques chinois, avec une emprise idéologique toujours présente, nous rappelle le défi que ces derniers doivent relever, certains comme Wang Hanming ou Li Xianting, n'hésitant pas à prendre des risques pour défendre leur position. Voilà, vous avez une image que j'ai trouvée par hasard, parce que j'ai reçu un mail, on m'a parlé de ce festival qui allait avoir lieu en 2018, et j'ai trouvé cette photographie tellement symptomatique de l'idée d'une Chine qui n'a pas bougé, quoi, hein, où tous les officiels sont en rang d'union pour la photo traditionnelle, et où on est, il me semble, à 100 lieues de ce qu'essayent de faire des artistes contemporains chinois. Et là, c'est l'association officielle Messier, la branche de la photographie, qui organise ce festival international tous les ans.